Mon message d'aujourd'hui est un complément à ce que nous avons vu la fois passée sur le langage. Nous avons bien dit que le langage, c'est un moyen d'expression de nos états affectifs, de nos idées, de notre pensée. Je voudrais vous signaler qu'à propos du bégaiement, la théorie dit qu'il y a un problème génétique là-dedans. Mais il n'y a pas toujours une cause unique. Définissons d'abord le bégaiement. Le bégaiement, c'est un manque de fluidité dans le langage. Et cette manque de fluidité va se caractériser par un certain nombre de symptômes. Soit l'individu va répéter le même syllabe beaucoup de fois, sans que ce soit nécessaire, soit sur un syllabe, il va étirer en longueur, soit carrément, il va même se taire en attendant que le mot vienne. On appelle ça le bégaiement. Mais je voudrais quand même que vous puissiez faire attention à ne pas juger trop vite. J'ai déjà entendu quelqu'un parler d'une autre personne en disant « Oui, mais cette personne-là, elle ne sait même pas s'exprimer en français. » Ça, c'est votre réponse de l'homme de la rue. Mais les spécialistes qui regarderait la même personne parler ne va pas tirer comme ça rapidement cette conclusion-là. Cet homme-là ne sait pas s'exprimer. Vous demandez pourquoi? Parce que, mais regarde, il cherche les mots. Ce que vous croyez être la recherche des mots, ça peut être juste une pause involontaire. Une pause là où il ne faut pas, mais de manière involontaire, et qui traduit le bégaiement. Donc il faut entendre parler la même personne dans d'autres langues. Imaginez, votre serviteur, il parle le français. Mais si en français, vous voyez que je cherche mes mots, mais écoutez-moi en Swahili, écoutez-moi en Chiluba, écoutez-moi en Lingala, comment je parle. Mais si vous constatez qu'en Lingala, je m'arrête aussi, je cherche les mots. En Swahili, je fais la même chose. Il est probable que le fait que mon langage manque de fluidité verbale ne soit pas le signe que je ne connais pas telle ou telle langue. C'est peut-être le signe d'un bégaiement. Donc le bégaiement, c'est un manque de fluidité dans les propos. Il n'y a pas de fluidité verbale. On s'interrompt, on reprend parfois le même son. Et au moment où le mot doit venir, vous voyez comme si on l'arrachait. Et vous avez même des gens chez qui le bégaiement est tellement fort qu'il peut s'accompagner de certains signes mentaux et même physiologiques. J'ai vu quelqu'un qui parfois se tape même sur la tête et alors le mot sort. Ça, c'est un problème lié aussi bien à la génétique. Ces problèmes peuvent être aussi liés à l'environnement et à certaines maladresses dans l'éducation. Eh bien, aujourd'hui, vous avez des spécialistes, des logopèdes qui peuvent aider un enfant qui est bègue. On peut l'aider et petit à petit, il va vaincre son bégaiement, même s'il en garde un peu de séquelles. J'ai déjà vu, par exemple, qu'un enfant qui est bègue, au moment où il se lève, il lève les doigts, il veut bien répondre à la question, vous dites oui, allez-y, et vous voyez, il ne répond plus. Et tout le monde se met à se moquer de lui. Mais il a levé les doigts. Maintenant, il donne la parole, il ne sait plus répondre. Ce n'est pas qu'il ne sait pas répondre. Alors à ce moment-là, un prof averti va lui dire, ça va mon ami, tu es bien là? Ok, allez, ne réponds pas encore. Respire, respire. Vas-y. Et voilà, à partir du moment où l'enfant respire, et en sortant l'air, le mot sort avec. Donc, il y a tout un travail d'éducation, de rééducation, mais tout ça, quand vous avez une classe de 100 élèves comme au Congo, qui va s'arrêter sur un enfant qui aurait des difficultés d'expression comme ça? On va tout de suite tirer la conclusion, et dès qu'il prend la parole, c'est tout le monde qui se moque de lui. Et alors, qu'est-ce que ça peut provoquer? Vous vous imaginez? Vous avez aussi d'autres situations de l'éducation, de maladresse de l'éducation, qui peuvent déboucher sur des situations comme ce que je viens de décrire. Vous avez un enfant qui est gaucher. Je vous avais bien expliqué que notre hémisphère est divisé en deux. Hémisphère droite et hémisphère gauche. Et que chaque hémisphère commande une partie de notre corps, mais de manière croisée. Mon hémisphère gauche commande la partie droite de mon corps. Et mon hémisphère droite commande la partie gauche de mon corps. Nous avons dit qu'il y a prédominance de l'un sur l'autre. Alors, selon qu'il y a prédominance de l'hémisphère gauche, je serai droitier. Selon qu'un autre enfant lui viendra avec la prédominance de l'hémisphère droite, il sera gaucher. Vous vous imaginez, s'il est gaucher, il écrit avec la gauche, et toi tu viens avec
La chicotte, non, on n'écrit pas comme ça, allez, la main droite. Ben, il n'y est pour rien. À ce moment-là, nous appelons des gauchers contrariés. Quand c'est un gaucher contrarié, il ne comprend pas ce qui se passe en lui. Il ne va pas non plus comprendre pourquoi vous le punissez. Et tout ça, ça peut dégénérer et provoquer à lui des troubles. Et les troubles, ça peut être aussi le bégaiement, qui signifierait à ce moment-là manque d'assurance, qu'est-ce qui va m'arriver, il hésite, etc. Ça peut provoquer l'eunurésie aussi. Ça peut provoquer aussi l'encoprésie. L'enfant qui était déjà propre au lit, il devient sale au lit et vous n'y comprenez que dalle. Ça, c'est des situations, vous ne comprenez rien. Eh bien, c'est quand on a éduqué l'enfant de manière inappropriée. C'est pour ça que l'enseignement aujourd'hui, dans les pays où on s'occupe vraiment des enfants, ce n'est plus une pyramide où on a une base et un sommet. Une base et un sommet pour dire on élimine tous les autres, on les laisse et puis on monte avec une élite. Non, non, non. On avance avec tout le monde. C'est ça qu'on appelle l'enseignement inclusif. Et avancer avec tout le monde, c'est s'adapter à chaque enfant. Vous avez des écoles aujourd'hui dans des pays développés où, pendant que l'enseignant donne cours, un enfant qui est en difficulté peut être assisté par un logopède ou un enseignant spécialisé pour y aller à son rythme. Parce que nous ne sommes pas les mêmes, vous savez. Nous apportons des potentialités différentes, des difficultés différentes aussi, qui peuvent influer négativement sur la manière dont on va éduquer l'enfant. Donc, faites attention. Vous avez aussi le climat lui-même dans la famille. Je voudrais aussi attirer l'attention. Tout ce que nous avons étudié, aussi bien sur les langages, aussi bien sur l'apprentissage, aussi bien sur l'intelligence. J'ai dit qu'il y a un bagage avec lequel l'enfant va venir au monde, mais on n'est pas condamné, vous savez, on n'est pas condamné. Quelqu'un peut apporter, il vient au monde avec un potentiel intellectuel très élevé, mais dans le milieu où on ne le soigne pas, il n'est pas dans un milieu qui sollicite, eh bien, il n'ira nulle part. Un autre peut venir avec un quotient en dessous de la moyenne, mais à force de travail, à force d'encouragement, à force de stimulation, eh bien, il peut aller plus loin que celui qui, à la base, avait un potentiel, mais qui n'a pas pu l'exploiter. Ce que je suis en train de vous dire là, ça semble théorique, oui, mais regardez autour de vous. Vous pouvez reconnaître des situations où la théorie que je vous donne aujourd'hui peut vous éclairer quand même sur un certain nombre de thèmes. Vous voyez dans la famille un enfant qui n'est pas attentif parce qu'il papillonne son attention sur un objet, papillonne. Il est incapable de fixer l'attention sur quelque chose. Vous jouez avec lui au jeu de cartes, par exemple. Il faut mettre une carte de pique, lui, il met une autre carte. Ne dites pas directement, imbécile, c'est pas ça. Dites-lui, oh, regarde bien ce que tu as mis là. Il va regarder. Est-ce que c'est vraiment cette carte qui aurait dû aller là-bas? Ah oui, je me suis trompé. Mais ça va prendre plus de temps. Mais vous donnez plus de temps, vous le respectez, il prend conscience qu'on tient compte de lui. C'est comme ça que l'enfant va avancer. Mais j'avoue, nous n'avons pas toujours le temps. Nous n'avons pas toujours le temps. Alors, ceux d'entre nous qui sont à mesure de contrôler les naissances dans leur famille, ils doivent aussi tenir compte de ça. Je regarde parfois la télévision et je vois les micro-trottoirs dans nos cités. Tchola, par exemple, qui va demander à un parent, tiens, comment ça va? Oh, ça va mal, nous avons faim à la maison. Vous avez faim? Comment ça? Ben, j'ai 18 enfants. Mais je suis en train d'imaginer quelqu'un qui a 18 enfants. Imaginez-les d'abord autour de la table en train de manger. Vous voyez le spectacle? C'est une compétition sportive, oui ou non? Et une compétition sportive dans laquelle tout le monde ne va pas sortir vainqueur. Ça, c'est déjà le repas. Qui aurait dû être un moment de joie, de retrouvailles, ça devient un moment de compétition. Vous vous mettez à manger, vous n'avez même pas encore dit venez, il y en a qui pleurent déjà. Ça, c'est une situation. Je suis en train de les imaginer en train de dormir. Ils sont 18. Est-ce que chacun a sa chambre? Ou est-ce que vous en avez 6 par chambre? Ou vous en avez les garçons d'un côté, les filles de l'autre? Vous les logez comment? Observez-les sur leur natte ou sur leur matelas. Et venez le matin. Qui a fait pipi, qui n'a pas fait pipi? Mais toutes ces conditions-là peuvent influer sur l'enfant. Alors là où vous auriez attendu un développement tout à fait normal, vous voyez alors des difficultés. Je vous invite aussi à bien regarder
les vidéos que nous postons sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui parle, comment il parle? Et quand il parle là, vous vous dites, mais la pensée, c'est quoi là-dedans? J'ai déjà vu par exemple quelqu'un qui prend la parole et qui va dire que voilà, je suis le représentant du président de la République. Mais quand quelqu'un me dit, moi, je suis représentant du président de la République, j'attends de ces paroles qui vont sortir une pensée qui viendrait du président que lui est en train de transmettre. Mais quand vous entendez ce que disent les gens qui parlent au nom d'un président, est-ce que vous avez l'impression que ces gens-là sont dans la vérité? Est-ce que vous avez l'impression que ces gens-là se respectent eux-mêmes? Alors à ce moment-là, méfiez-vous, ça peut être des gens qui veulent nuire à quelqu'un et qui vont prétendre parler en son nom. Donc, le langage exprime la pensée. La pensée qu'on veut exprimer par le langage, il y a un style. Et le style doit être digne de celui à qui on attribue la source de ce que l'on va dire. Vous êtes une femme, vous êtes un monsieur, et vous parlez, soi-disant au nom de telle autorité, mais ce qui sort de votre bouche ne ressemble pas à la personne que vous prétendez représenter. À ce moment-là, moi, je pourrais même vous poser la question, si vous parlez au nom du président, est-ce que c'est une fonction officielle ou bien est-ce que vous êtes là parce que vous n'avez pas vous n'avez pas des idées dans votre tête, alors il faut que vous sortiez comme un perroquet ce qu'on vous aurait dit. J'ai envie de terminer cette émission d'aujourd'hui en vous invitant à réfléchir sur une phrase qui ne vient pas de moi, mais qui corrobore très bien ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui à propos des idées, à propos de la pensée et à propos du langage. Je vous lis la phrase. Eh bien, les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Et les esprits médiocres discutent des personnes. Et vous discutez de quoi souvent? Je vous remercie. À la prochaine.